7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Comme chaque mois, je reçois les tchatcheuses, le rendez-vous des tchatcheuses. Ce sont 3 femmes journalistes de 3 continents pour commenter l'actualité de leur choix. Ana Navarro Pedro est avec nous. Bon dia, Ana. Bon dia, Emmanuel. Journaliste portugaise pour l'hebdomadaire Visao. Également avec nous, Veiju Naravan, de passage en France. Good morning, Veiju. Good morning, namaste. Journaliste indienne. Et puis, on attend, coincé dans les embouteillages, une tchatcheuse ghanéenne de marque, de passage en France, Angela Asante, qui est journaliste sportive et qui est venue, bien sûr, pour le mondial de foot féminin. Et ben voilà, et elle va pouvoir dialoguer avec vous, Ana Navarro Pedro, parce que je sais que vous adorez le foot. Et oui, j'espère qu'elle va arriver. Et en fin d'émission, reportage sur un changement de vie ou comment une journaliste de la presse féminine habituée au défilé de mode a repris des études d'agriculture. Et quant à vous, les tchatcheuses, bien évidemment, vous pouvez aussi, si vous êtes journaliste dans votre pays, nous appeler pour dialoguer avec les tchatcheuses en studio au 33 1 84 22 71 71 et tous les autres. Vous réagissez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et bien sûr, c'est aussi le numéro WhatsApp. Il était profondément anticommuniste aussi et Walt Disney Company a tout de même gardé ses valeurs soi-disant conservateurs, donc on veut des gens qui ont des bons morales, etc. Mais même ces sociétés doivent changer avec le temps. Voilà, oui. Alors, la première blague qui est partie, mais très vite aux États-Unis, quand ces États ont commencé à approuver ces lois, ça a été comment ces républicains qui les ont votés, ces hommes blancs vieux et cravatés, comme ils vont devoir envoyer leurs maîtresses en dehors de leurs États pour faire des avortements. Excusez-moi d'être aussi cynique, mais c'est les Américains qui étaient cyniques, et c'est la vérité même. Et la deuxième chose qui a été dite tout de suite, c'était parmi les jeunes, c'était ce cri du cœur, mais boycottons les entreprises qui seront là. Certains disaient, on va déménager, mais pourquoi déménager? C'est notre État, on en a travaillé ici, nos amis, etc. On a acheté notre maison. Boycottons ces entreprises, frappons-les au portefeuille, et puis on va voir si ça peut tenir. Mais je pense que c'est vraiment la seule réponse. C'est la seule, et c'est cette jeunesse. C'est le rôle d'une entreprise de faire ça? Ah non, c'est le rôle des consommateurs de frapper les entreprises et de les obliger ensuite à avoir une influence sur les politiciens, ne serait-ce que par le sacro-saint et important, évidemment, indicateur du chômage ou de la création d'emplois. Mais effectivement, c'est vraiment la seule façon. Mais en attendant, ça va saigner, les enfants. Ça va saigner. Bon, allez, on va passer au foot maintenant. Angela Asante, tchatcheuse ghanéenne, vient de nous rejoindre dans le studio. Bonjour Angela, soyez la bienvenue. Bonjour tout le monde. Pas trop dur les embouteillages à Paris ici, hein. Ouais, les embouteillages étaient durs, mais en fait, ce qui était plus dur, c'est d'avoir été foiré par mon chauffeur Uber. Allez, tout de suite, on part pour le mondial de foot féminin. Il était temps. C'est aujourd'hui, il était temps, enfin elles sont là, Oui, Ana Navarro Pedro, Angela Asante, un coup de gueule déjà, Ana Navarro Pedro, à propos du déménagement de l'équipe de France féminine. Non, mais attendez. C'était le 29 mai dernier, ça y est, allez, on va passer l'éponge. Non, on va pas passer l'éponge. Ça, c'est la sélectionneuse de l'équipe des Bleus qui a passé l'éponge parce qu'elle voulait pas de polémique. Elle avait tout à fait raison. C'est un choix mature. Elle était tendue quand elle a dit que bon, tout allait bien avec Didier Deschamps, qu'ils s'étaient mis d'accord pour se partager le château de Clairefontaine et qu'ils s'étaient mis d'accord aussi pour que les filles laissent la place. Non, mais attendez, la Fédération française de la FIFA, la Fédération française de football, tout le monde a fait tout un fromage de ce mondial en disant mais ça y est. Ce qui n'est pas vrai non plus, mais il faut parfois raconter un petit peu une histoire, faire de la propagande pour que la mayonnaise prenne. Eh bien, on a vu les spots publicitaires, les garçons articles. préparaient un match amical.
Exactement, les filles sont là à préparer le mondial à domicile. Et tout d'un coup, les garçons ont un petit match amical et les filles, on les fait partir. Angela. Non, mais il faut dire, j'étais choquée par cette nouvelle. Enfin, les garçons préparent un match amical contre la Bolivie. Je sais pas, qui c'est qui s'occupe de voilà, réserver les hôtels et tout ça. On dit pas à une équipe féminine qui est en train de préparer un mondial qui vraiment va... je veux dire, c'est gros pour la France, ce mondial. Et puis un petit match amical contre la Bolivie. On va pas tout changer comme ça en une non, mais Coupe ça en du dit Monde. loin. La Ça en Coupe dit du Monde long, masculine ça en existe dit depuis long. 1930, la Mais Coupe du la Monde féminine 1991. On va pas tout balayer comme ça. Non, mais la France n'est pas en train de s'entraîner pour un mondial. En fait, la France, elle s'entraîne juste pour rester en forme, mais l'équipe qui sont en train de s'entraîner, c'est la Bolivie, parce qu'ils vont jouer dans la Coupe d'Amérique. Ok, donc ce match-là amical était plus important pour la Bolivie que pour la France. Bien sûr. Et imaginez ça, casser les préparations des Françaises qui sont en train de préparer une Coupe du Monde. En fait, c'est vraiment, il faut se remettre en question. Hein, il faut un peu respecter. On a tout fait pour dire aux gens c'est important le football féminin. Et qu'est-ce qu'on leur dit à un moment donné? C'est pas important. Tout ça, c'est du pipeau, c'est pas important. Mais où est-ce qu'il y a un cerveau dans la FIFA et dans la Fédération française de football? Est-ce qu'on a un masculin, évidemment, parce que les filles l'ont bien dit, évidemment, mais donc il y a des cerveaux féminins. Non, mais on a un cerveau, mais ce cerveau veut sciemment et consciemment garder les privilèges des garçons, parce que ce sont des cerveaux masculins qui sont là. Bon, le voilà mondial la n'a réponse. pas commencé. Emmanuel En tout cas, commence les à avoir débats un ont peu bien. peur. Oh non, pas du tout. Mais ça y est, ça a déjà bien démarré. Angela a santé. Le Ghana est pas dans la sélection, pas trop triste. Ça va. En fait, c'est un peu dommage quand on n'a pas pu se qualifier. C'est parce qu'on a joué la Coupe d'Afrique à domicile. Et voilà, c'était vraiment quand même quelque chose de gros de ne pas pouvoir aller au mondial. Mais je me suis dit, bon, quand il y a et quand il n'y a pas, il y a le Nigeria, il y a le Cameroun, il y a le l'Afrique Nigeria, du Sud. voilà. Qu'est-ce que vous pensez du boycott, mesdames, de la Norvégienne, Ballon d'Or, première femme Ballon d'Or en 2018, l'attaquante de Lyon, Ada Egerberg. Je précise, Angela Santé, que vous connaissez bien ces dossiers-là. Vous êtes journaliste sportif, spécialiste de foot pour un site internet américain et vous travaillez donc au Ghana. Ouais. Alors... Non, moi, je pense que c'est ça. Elle a refusé, oui, elle a refusé de participer au mondial. C'est sa décision personnelle. Pour protester contre l'inégalité de traitement entre footballeuses et footballeurs. Oui, moi, je trouve qu'il faut qu'on respecte son opinion. Bon, et d'ailleurs, c'est intéressant. Là, je vais un peu remettre encore l'équipe de France dans le jeu. Parce que là, on a eu Didier Deschamps qui avait dit non, il veut pas que Karim Benzema joue dans l'équipe parce que ce sera pas très bon pour le dressing room, comme on l'appelle. Et là, Anna Ekdaberg, elle se dit, bah non, elle veut pas jouer dans l'équipe norvégienne parce que de toute façon, le football, c'est pas juste la performance, hein, c'est aussi l'esprit d'équipe. Et elle n'est pas dans cet élément-là de pouvoir partager ce qu'elle a, ce qu'elle peut offrir avec le reste de l'équipe. Et je trouve que ça va déstabiliser l'équipe norvégienne. Donc, si l'équipe norvégienne rentre dans ce tournoi, sachant que elle n'est pas là. Donc, vous la soutenez? Vous soutenez sa position? Moi, je soutiens toute position qui est fondée de manière émotionnelle et mature. Et je trouve que sa décision est très mature. Bon, elle dit il y a encore trop de beaux discours. Certains jours, je suis à bout, je me demande ce qu'il faut faire pour changer les choses. Rien n'avance assez vite. Ouais. C'est la joueuse la mieux payée du foot féminin, quand même. Oui. Elle 400 000 € par an. Elle est très forte aussi. Mais moi, je pense que la décision qu'elle a prise, elle a pas pris sur un coup de tête. Elle a beaucoup pensé. Et il y a des rumeurs qui disent qu'elle a des problèmes, en fait, avec certains gens qui sont dans l'administration. Donc, c'est pas quelqu'un qui est hypocrite. Ouais. Ana Navarro-Pedro, elle aurait dû participer ou pas? Écoutez, est-ce qu'il faut remettre du féminisme à ce moment-là au moment de participer? Je suis plutôt sur la ligne des joueuses américaines qui sont hyper connues aussi et qui, elles, sont considérées les meilleures au monde. L'équipe américaine a gagné le championnat. Mais je pense que c'est mieux ce qu'elles font. Elles ont fait un procès carrément à leur fédération américaine en disant qu'elles veulent des conditions salariales et du respect et des conditions de travail et d'entraînement identiques à celles des garçons. D'autant plus qu'il faut savoir que le football féminin aux États-Unis est le principal, le plus performant, celui qui gagne le plus connu, et celui des garçons est au niveau du foot féminin en France, en Espagne. Non, c'est vrai. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs la Norvégienne Ada Egerberg, sans faire de procès, mais elle avait demandé en 2017 à la fédération norvégienne d'aligner les salaires des joueuses sur ceux des joueurs, etc. Il y avait eu beaucoup de choses qui avaient avancé quand même. On va dire que si ce coup d'éclat permet d'en parler et de faire avancer un petit peu le schmilblick, c'est pas mal.
ma tendance naturelle, là, ça n'engage que moi, c'est de dire que quand même on reste solidaire son équipe. Ada Hegerberg, je le disais, c'est la joueuse la mieux payée du foot féminin, 400 000 € par an. J'avais pas eu le temps de rajouter que c'est quand même 100 fois moins que Neymar. Vous l'aimez bien, lui, hein? Oh non, je préfère quand même d'autres. Mais bon, mais je ne ferai pas de délation. Mais oui, et il faut savoir que les filles gagnent, aujourd'hui, quand elles gagnent 4 000, 5 000 € par mois, pas beaucoup plus. Et certaines, quand elles ont commencé... En France, c'est moins, hein. En France, c'est moins de 3 000 € bruts par mois. Et les pionnières dans les années 2000, hein, on parle bien début des années 2000, gagnaient 70 € par mois. Mais elles ont toujours pas un statut pro, réellement. Non. Sur le plan juridique. Non plus. Pas en France, pas en Europe non plus, non. Non, mais si, quand même, il y a des... Oui, non, mais il y a des joueuses vraiment des joueuses qui ont déjà un statut pro. Oui, absolument. Le mondial de foot féminin, en tout cas, c'est à suivre, évidemment, sur RFI. Les tchatcheuses, alors vers qui va balancer votre cœur, là, dans les équipes Alors, on est en France, donc on est à la France. C'est une bonne équipe. L'équipe américaine aussi, elle est absolument superbe. Mais il faut faire attention à la défense. Hein. Et moi, je vais soutenir l'équipe jamaïcaine parce que, effectivement, elles ont presque pas réussi à se qualifier. Elles ont eu des gros problèmes et encore, les problèmes que signale Anna, c'est-à-dire que l'association de foot jamaïcaine leur a coupé les vivres, pas une fois, mais 2 fois. Les filles étaient vraiment, elles pouvaient pas participer jusqu'au moment qu'ils ont eu une espèce de ange gardien qui est la fille Cedella Marley du fameux chanteur Bob Marley, et avec ses frères et sœurs elle a enregistré une chanson qui s'appelle Strike Hard, frapper fort, oui, pour compenser donc le déficit d'argent public pour les footballeuses de la Jamaïque. Eh ben, on écoute ça sera la fin du débat. Sur le foot féminin, on y reviendra évidemment le mois prochain, on aura le résultat des courses. Me like how she bizzle and me like how she bustle. She nah make no hustle in a my tabernacle. Smooth and so sassy and she shape like a buckle. Woman I move every muscle. Nah make no hustle in a my tabernacle. Smooth and so sassy and she shape like a buckle. Woman I move every muscle. Woman I move every muscle. Exercise all your body. Reggae girls, you a lead every step by step. You don't win the match when them can't reach it. Cause them can't bother ready and them can't reset. Them try qualify and them get reject. Jamaican colors and your latest trends. Top compliments the way your wardrobe blends. Real fashion statement, feel light and lens. Your fragrance are nice up the circumference. Jump up, me say keep it firm and strong. I want that you ever make the well up long. Rain hard, shine, cause you in a first position. Don't worry about nothing, ain't no competition. Woman, you got the title, your place #1. And everybody know you is a born champion. Highest medal is a gold, but you get a diamond. And anyway you're there, you're not the latest brand. Woman, you start your show full of action. And when you touch the road, you are the main attraction. All over the world, Europe and Japan. Bonjour, Reggae girls, you a lead every step by step. You don't win the match when them can't reach it. Cause them can't bother ready and them can't reset. Them try qualify and them get reject. Jamaican colors and your latest trends. Top compliments the way your wardrobe blends. Real fashion statement, feel light and lens. Your fragrance are nice up the circumference. Woman, you're well dressed, unblessed, no say you're conscious. All reggae girls represent for your country. Extensions, lunges, squats and crunches. Your body good a vegetarian lunches. Question come a road, you left some people unconscious. Football a kick and everyone a get anxious. Voilà, ça c'était pour les encouragements pour l'équipe jamaïcaine. Vous voyez, on est comme ça, nous, en fait, hein, en France. On est avec les tchatcheuses, 3 tchatcheuses de 3 continents, 3 femmes journalistes pour commenter l'actualité. À venir maintenant avec vous, Ana Navarro Pedro, les douleurs de la forêt amazonienne, les tronçonneuses, les bulldozers sont à l'œuvre pour détruire le poumon de la planète. Faut-il s'inquiéter réellement pour la forêt amazonienne? C'est depuis ces derniers mois. Alors, un petit peu d'histoire avant d'en venir à la question. Apparemment, au mois de mai, le mois dernier,
le rythme de déforestation en Amazonie a atteint des records absolus depuis 10 ans. C'est les 739 km² qui ont été détruits comme ça en 30 jours. 12 millions d'hectares en un an. 12 millions d'hectares en un an. La forêt est immense, certes, et jusqu'à présent, cette déforestation qui a commencé dans les années 60, le siècle dernier, et qui s'est beaucoup ralentie à partir de 2004 par les mesures prises par le gouvernement indien, elle représente à ce jour environ 20% de cette forêt, qui est un poumon vraiment de la planète, qui représente la moitié des forêts tropicales de toute la planète. La plus grande partie est située au Brésil, effectivement, presque 70%, puis une petite partie en Colombie, Venezuela, bon, etc. Et puis, on a eu une élection au Brésil en novembre dernier d'un président qui n'en a absolument rien à faire de la protection de l'environnement, qui préfère donner de permettre à ses supporters de toucher des espèces sonnantes et trébuchantes, Jair Bolsonaro. D'ailleurs, qui dit régulièrement qu'il faut en finir avec l'activisme écologiste chiite. Voilà. Non, mais écoutez, ce type-là, son cerveau, c'est un mystère presque aussi grand que celui de Trump, sinon voire plus grand, de Donald Trump aux États-Unis. Bon, mais passons. Et donc, il a fait passer cette forêt, il l'a fait passer dans un autre ministère où elle n'est plus protégée du tout. Et du coup, ça a repris à une vitesse énorme. Et le problème, pour revenir à votre question, est-ce qu'il faut s'en soucier? Jusqu'à présent, même avec cette déforestation imposante, la forêt est tellement grande qu'elle se auto-gérait, elle se reconstituait. Le problème maintenant, c'est le point de bascule. On ne sait pas où il se situe ce point de bascule, mais beaucoup de scientifiques commencent à dire, est-ce que ce point de bascule est à 20%, est-ce qu'il est à 21%, à 25%, à 30%? Le problème, c'est qu'ils pensent qu'on s'en approche. Et une fois qu'on se sera approché de ce point de bascule, c'est sans retour. La forêt ne peut plus se régénérer seule. Ne peut plus se régénérer. Et elle sera détruite s'il n'y a pas des mesures... C'est quoi les solutions? Comment on peut peser sur un État souverain? C'est la question, effectivement. Je me demandais, est-ce que, à partir du moment, s'il y a une conscience que c'est notre poumon, on peut pas respirer sans ce poumon, est-ce qu'on pourrait créer quand même une sorte de fonds mondial pour dédommager les pays les dédommager du manque à gagner avec un arrêt d'activité. En même temps, donner des incitations à des entreprises de pharmacologie, par exemple. Un dédommagement aussi de l'agro-industrie? Les modalités resteraient à trouver. Je pense qu'il faudrait, parce que là, la question, c'est des privés qui c'est l'agro-industrie. Parce que, pourquoi on déforeste là en ce moment? C'est essentiellement pour l'exploitation, pour monoculture du soja, d'un côté. De l'autre côté, pour l'exploitation minière. Il y a des réserves très importantes de bauxite et de cuivre et de fer, mais pas beaucoup plus que ça au Brésil. Et puis pour le bois précieux, pour l'industrie des industries de luxe un peu dans le monde. C'est pas seulement avec des bonnes volontés qu'on va changer les choses. Il faut aussi voir bien qu'il y a une question d'argent derrière. Donc il faut peut-être dédommager ces pays. Pourquoi pas? Angela Santé, est-ce que vous êtes sensible à cette cause en tant que journaliste sportive? Je suis extrêmement sensible à cette cause. Avant ça, pas tellement. Ensuite, une fois, j'ai regardé un reportage sur les Gokis. Et je me suis dit, non, mais... Expliquez-nous ce que c'est. Il y a une tribu, en fait, en Amérique du Sud. Et en fait, eux, ils sont très... comme toutes les tribus indigènes, ils respectent beaucoup la nature. Et je me suis remise en question, même si moi... Bon, vous savez qu'au Ghana, il y a le problème de pollution. Tout le monde jette un sachet par là, un sachet par-ci. Moi, en tant que bonne citoyenne, j'essaie de mon mieux de ne rien mettre par terre. Quand je suis dans la rue, je rentre à la maison, je remets dans le plastique. Ça, déjà, c'est quelque chose que je faisais. Mais je me suis dit, non, je peux aller à l'au-delà. Donc, par exemple, si je vais au magasin et qu'on me dit, vous voulez des plastiques, je dis, s'il vous plaît, un maximum d'un plastique, pas 2, 3, 4, ok? Et donc, il y a une sensibilisation qui doit se faire. Moi, je pense qu'au niveau des politiques, en ce moment, les gens sont pas sensibilisés du tout sur le statut de notre planète. Il faut qu'il y ait des lois dures, comme vous le disiez, qui dédommageraient. Donc, il faut que ce soit quelque chose, de régularisé. Et ensuite, aussi, il faut changer les mentalités. En ce moment, je pense qu'il y a un non-respect des indigènes.
très fort, et un non-respect de la culture. On comprend pas que la nature, c'est notre mère. On peut pas... Et refaire fonctionner notamment les amendes, parce qu'il y avait des amendes au Brésil. Oui, c'était une politique d'État de défense. Quand il y avait de la déforestation illégale. Mais ça fait partie du vieux discours qui mettait l'un contre l'autre le sauvage innocent, soi-disant, cette espèce de paternalisme envers les tribus, envers les indigènes, contre le soi-disant progrès scientifique. Sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on met en question véritablement ce projet scientifique et pourquoi il y a cette course effrénée vers les nouvelles technologies, vers les progrès scientifiques, vers l'intelligence artificielle, et il y a un pillage systématique des terres tenues par ces tribus. Mais vous savez quoi? Moi, je pense que protéger notre planète, en fait, c'est quelque chose qui va... C'est parallèle pour moi au fait du respect des femmes. Je dirais ça. Parce que pour moi, la planète, c'est la journaliste spécialiste de foot qui parle. Non, mais je vous assure. Et qui est bien seule. Si on ne respecte pas la femme, on ne peut pas respecter la planète. Et pour moi, c'est ensemble. Donc, si on change ces mentalités-là et on comprend que sans les mères, on n'est pas sur Terre, là, on aura un autre rapport vis-à-vis de la protection de notre planète et on la respectera beaucoup plus. Oui, mais essayer de résoudre l'étrange raisonnement. Je parle de mon pays, l'Inde, où on parle de la mer, la terre comme la mère nature, etc. On parle de la femme comme la mère nourricière. Exactement. Et à la fois, on viole les femmes, on les traite terriblement mal, on tue des fœtus filles. Donc, essayez de trouver le raisonnement et l'égoïsme masculin là-dedans. Je vous demande de vous poser des questions, chers auditeurs. Mais oui, non, mais c'est vrai. On va partir vers l'Everest, Veyjoun Naravan, parce que vous avez un coup de gueule à pousser d'une journaliste indienne que vous êtes contre le business de l'Everest. Alors c'est vrai que moi j'avais jamais vraiment réalisé, c'est le plus haut sommet au monde, plus de 8800 mètres d'altitude, qu'on appelle aussi le sommet de la mort. Alors là on est en pleine saison, c'est la bonne saison pour gravir l'Everest, et là vous dites stop. Et il y a beaucoup de sociétés de voyage aujourd'hui, de trekking et d'autres, qui envoient les gens sur les Himalayas sans l'équipement nécessaire parce que ça coûte extrêmement cher. Il faut au moins $70,000. Je suis d'accord que c'est un sport niche pour les riches. Non, c'est pas du tout ça. Ce que j'allais dire. Mais je suis en train d'écouter. Les gars, les gens qui essaient de grimper jusqu'au sommet de l'Everest. Ils savent pas tout ça, ils y vont les yeux fermés comme des petits idiots. Si c'est le cas, c'est vraiment du darwinisme, c'est de la sélection naturelle. Non, ils le savent, ils pensent qu'ils s'entraînent. Ils sont riches, c'est pas de leur faute s'ils meurent en haut de l'Everest. C'est ça le fond de votre pensée, c'est un peu ça. Non, je n'ai pas apporté la question financière là-dedans, j'ai apporté la question idiotie, stupidité, manque de préparation. Non, manque de préparation parce qu'on vous donne peut-être 15 jours de cours. Moi, c'est pas parce que j'ai un capitaine qui va conduire un navire que je vais pas voir si le navire il est quand même tu peux naviguer, quoi. Non, mais là, c'est pas la même chose, en effet, que de monter sur un navire ou que de monter dans un avion. Effectivement, on se prépare. Mais vous dites, Veyjoun Naravan, stop, il faut arrêter, il faut cesser parce que ça a été un rêve extraordinaire pour les hommes. D'abord, c'était un rêve d'homme au départ de conquérir l'Everest. Aujourd'hui, il faut cesser de commercialiser l'Everest. Il faut absolument cesser de commercialiser aussi parce que il y a des tonnes et des tonnes de déchets sur l'Everest. Et on n'arrive pas à nettoyer cette montagne. Si on est en train de salir complètement, c'est compliqué là-haut. Voilà. Alors, on parle de Nanda Devi aujourd'hui parce qu'il y a 8 alpinistes qui sont morts sur le Nanda Devi, mais depuis 1973, en Inde, on a déclaré le Nanda Devi comme une espèce de réserve biosphérique et on a dégagé plus que 2000 kilos d'ordures qui ont été laissées. Alors, même pour dégager les corps, parce qu'il y a tellement de corps qui gisent, même aujourd'hui, sur l'Everest. Et d'une saison à l'autre, vous êtes là, parce que la fenêtre d'escaladage et escalade est tellement étroite que si quelqu'un meurt, on le laisse là pendant une année avant que les Sherpas puissent aller le chercher l'année d'après. Et pendant ce temps-là, le corps devient
encaissé dans une espèce de tombeau de glace. Donc, il faut frapper et casser ce tombeau de glace à 26 000. Je crois que là, vous avez découragé tous les auditeurs de gravir un jour je vous l'Everest. assure, en fait, moi, je trouve ça bizarre. J'ai entendu dire qu'à ce qui paraît, il y en a qui grimpaient sur des cadavres. Oui. Et moi, ma question, c'est, quand on est riche comme ça, comme la question financière, ça va être pas posée. la question, C'était pas la question. Mais c'est les pauvres aussi qui grimpent. Même les pauvres. Ma question, c'est, je comprends quand on veuille se surpasser et monter l'Everest. Ma question, c'est, à quel point peut-on être si obsédé d'un objectif qu'on en devient idiot? Vous savez, les conditions là-haut sont tellement difficiles que vous ne pouvez pas retourner. Et puis c'est difficile vous d'imaginer êtes obligé d'avancer à quel point c'est dur physiquement. Il n'y a qu'une seule petite corde à qui tout le monde est attaché. Sinon, vous tombez. Vous restez avec nous les tchatcheuses, c'est le mot de la fin pour l'Everest, mais dans quelques instants, je vous propose l'histoire d'une journaliste, un peu comme vous, reconvertie dans l'agriculture. Allez, vous allez voir ce qui vous attend, mesdames, ça sera juste après El Gato Negra. Músico toca y toca. El músico toca y toca. El músico toca y toca. El músico toca y toca. Músico de escuela, músico de calle, cualquier receta pa' que tú la bailes. Nota que sube, nota que baja. ¿Quién dijo que el músico no trabaja? Siente la tranza que llega a tu panza, el ritmo te nace y nunca te cansa. Música lleva la paz. Música lleva la paz. El músico toca y toca. 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 Música mestiza, tambores de bata, tu corazón que late con la música barata. Música combate, música pirata, todo se vale si mueve tu pata. Siente la tranza que llega a tu panza, el ritmo te nace y nunca te cansa. Música lleva la paz. Música lleva la paz. El Gato Negra, Candy Guirache et 7 milliards de voisins. Il y a toutes les tchatcheuses qui dansent dans le studio. Vejouna Ravan en tête. Reportage maintenant sur un changement de vie ou comment une journaliste de la presse féminine a repris des études d'agriculture. Elle interviewait Cameron Diaz. C'était une vraie journaliste, j'en perds ma voix, vous voyez. C'était une vraie journaliste au magazine Elle pendant 16 ans. Et en quelques mois, cette grande blonde de 40 ans a changé de vie. Elle est aujourd'hui diplômée en agriculture. Elle se lance dans un projet de ferme pédagogique. Elle a confié ses révélations environnementales à notre reporter Alice Milo. Elle publie Toucher terre, Florence Besson, c'est le nom de son livre dans lequel elle raconte ce saut dans le vide. Alors mesdames, vous vous y mettez quand? La combinaison verte, lever 4 heures du matin pour traire les vaches? Peut-être dans 10 ans. Non, c'est vrai, hein. Quand j'étais plus jeune, je voulais être fermière, entre l'âge de 8 et 10 ans. Je sais pas, j'ai toujours aimé l'odeur des plantes, mais peut-être pas avec les vaches, mais plutôt plus dans la jardinerie, enfin faire les choses comme ça. Mais un de ces quatre, je crois que j'aurais peut-être une plantation, planter des trucs. Ana Navarro Pedro, la naïveté d'une journaliste. Ah oui, on mange de l'herbe et ça sort du lait. Non mais les mamans qui mangent steak frites et ça sort du lait. Angela. Non mais aux États-Unis, on a fait un sondage il y a quelques mois et on a demandé à peu près, je crois, 10 000 Américains de répondre à une question. D'où vient le chocolat chaud? 23% ont dit que ça venait des vaches brunes. C'est sympa pour les producteurs de cacao sur le continent africain, ils apprécieront. Angela Asante, journaliste de foot au Ghana, on le disait tout à l'heure, pour une fille, c'est pas banal? Non, c'est pas banal du tout. Moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont plutôt admiratifs plutôt qu'hostiles. Mais c'est pas la même chose pour quelques collègues féminines que j'ai. Ça va pas du tout pour elles. Et bien sûr. C'est-à-dire? Non, c'est-à-dire que si elles sont à une conférence de presse et qu'il y a la place pour poser 5 questions,
elles peuvent lever le doigt en première, on va jamais leur donner la parole. Moi, justement, c'est tout le contraire. On va peut-être me donner la parole en première. Donc, comme je disais, je ne vis pas cette expérience, mais je comprends que ouais, ça arrive à d'autres gens. Moi, j'ai eu la chance d'avoir vraiment une expérience très, très positive. Certaines fois, j'ai justement plus de chance parce que je suis une femme. Et puis, comme ils deviennent des fans, ils sont comme, oh, ok, dans ce cas-là, voilà, on te donne la parole en premier. Parce que vous écrivez pour un site américain aussi ou pas? Ça joue? Oh non, il n'y a rien à voir avec, je crois pas, parce que bon, le site américain, c'est quelque chose d'assez, comment je dirais ça, c'est un truc que je fais chez moi, donc personne vraiment sait que je travaille là-bas, mais c'est vrai que comme je suis pas trop à la télé ou à la radio ghanéenne, dès que j'y vais, la réaction est toujours très 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 positive et ils en redemandent plus, donc c'est pour ça que aujourd'hui je fais ce programme. Je suis là en France pour couvrir la Coupe du Monde féminin à la télé ghanéenne. Alors comment vous allez travailler là? Je vous ai vu, vous êtes arrivé avec votre énorme appareil photo. Ouais. Alors ce que je vais faire, c'est tous les jours je prends des photos, des vidéos. Je suis toute seule, ce qui est très dommage. Je devais être là avec un caméraman, mais ça n'a pas pu se faire parce que ça demande beaucoup d'investissement pour faire ce genre de voyage pendant 39 jours. Donc vous allez tout faire. Donc je vais tout faire. Donc j'ai mon tripode qui est d'ailleurs juste là. Je place ça, je fais les interviews. Après je me mets devant la caméra et je fais ma petite présentation. Ensuite j'envoie tout ça à mon éditeur qui est en Roumanie. Il travaille dessus, il me l'envoie par internet et ça passe à la téloche au Ghana. Roumanie, voilà. Ouais. Votre éditeur est en Roumanie. Oui, on est copains depuis 10 ans. C'est extraordinaire. C'est une géniale Vous coopération. reviendrez, Angela, à la fin de la Coupe du Monde pour nous raconter un peu vos impressions de la Coupe du Monde féminine. Merci en tout cas aux 3 tchatcheuses. À demain, les voisins, les voisines. Non, mais vous n'êtes pas bonne du tout. Non, mais il faut que... Non, mais attends, faut qu'on te voie. Non, nous sommes des... Attends, moi je me recoiffe. Ok, c'est l'heure de la photo.